Édition spéciale sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les groupes armés terroristes peuvent-ils reprendre le dessus? Les armées sahéliennes montent en puissance. Le Burkina Faso est à plus de 72% de récupération de son territoire. Le bout du tunnel est très proche, cela est une évidence. Dans cette édition spéciale, une question centrale qui a intérêt à financer le terrorisme au Sahel. Regard critique avec M. Almissi Ouedraogo. Il est capitaine de police à la retraite. Bonjour, M. Ouedraogo. Bonjour, M. Dabila. Deuxième invité pour décrypter cette actualité, M. Tel Konaté. Il est le secrétaire général du cadre. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour, M. Konaté. Bonjour, M. Dabila, et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Troisième invité, Labidi Naba. Il est le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso, Faso Cause. Bonjour, camarade Labidi. Bonjour, camarade Davira, et bonjour à tous. Et quatrième et dernier invité qui va certainement prendre le train en marche, M. Martin Sawadogo. Il est analyste politique et économique. Eh bien, les groupes armés terroristes perdent du terrain dans le Sahel. C'est une évidence. Aux abois, ils multiplient les communications à travers des médias occidentaux dont la télévision française France 24. Suivez plutôt. Ce chef du JNIM est en train de réfuter, en tout cas, les allégations de l'État burkinabé comme quoi il reprend du terrain, mais surtout les accusations des 3 pays de l'AES comme quoi les djihadistes sont alimentés par des pays étrangers. Donc des accusations qui sont périodiques, régulières, voire journalières des fois. Donc ça rappelle qu'il n'y a pas de dissension au sein du groupe, bien au contraire. L'armement qu'ils utilisent, n'est pas fourni par des forces étrangères ou par les pays voisins, c'est récupéré dans les casernes elles-mêmes. Que les terroristes n'est pas fourni par des forces étrangères, mais récupéré sur le terrain, déclare la télévision française France 24. France 24 qui s'érige de plus en plus en porte-parole des groupes armés terroristes. Alors, Almissi Ouedraogo, je vais commencer par vous. Que cache une telle communication? D'abord, plus d'une personne sait au Burkina Faso que nous avançons et à pas de géant. Alors, dire que les armes que les terroristes utilisent ont été récupérées dans nos casernes, je m'inscris en faux. C'est un gros mensonge, comme ils en ont l'habitude, de peindre les situations à leur faveur. Alors, sinon, la réalité en est tout autre. La preuve, vous avez dit que nous sommes à une récupération de 72%. Plus de 72%. Voilà, plus de 72% de notre territoire. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que nous avançons. Et s'il plaît à Dieu, d'ici là, on va effleurer les 80, voire les 90% de notre territoire. Pourquoi pas la totalité, la quasi-totalité de nos 274 000 et quelques kilomètres carrés. Le bout du tunnel. C'est l'objectif et nous allons y arriver. Voilà. Donc, dire que les armes que les terroristes utilisent ont été le plus temps récupérées dans nos casernes, c'est s'inscrire vraiment dans un registre de mensonges grossiers. Oui, c'est ce que je vois. Voilà. Alors, Labidi Naba, je vous passe cette fois-ci la parole. Alors, quel est le regard critique que vous faites sur cette actualité? Qu'est-ce qui se cache derrière une telle communication de la télévision française? Déjà, il faut dire que ce journaliste nommé Wassim Nasr. Wassim Nasr. Donc, vraiment, c'est un nom. Voilà, donc, c'est un communicateur aujourd'hui qui s'est érigé en porte-parole des mouvements terroristes au Sahel, usant ici même de leur plateforme, France 24, pour passer un narratif qui est faux et archi-faux. Les terroristes ont leur source de financement, et nous le savons. Leur source de financement, bien sûr, ce sont lui-même ses sponsors. Ceux qui ont mis en place France 24. Les sponsors de France 24? Oui, c'est-à-dire c'est la France impérialiste. Ok. Et les Occidentaux, disons, c'est les alliés occidentaux qui sont les bailleurs de ce terrorisme. Mais là, la question ne porte pas encore à cela.
ce que je fais de cette analyse, ce qui se cache derrière ça, c'est, vous savez, à chaque fois que l'impérialisme occidental qui a fabriqué ce terrorisme, qui a pour but de nous recoloniser, à chaque étape, justement, cruciale de sa métamorphose, en tout cas du changement de sa stratégie, il y a une communication, c'est suivi d'une communication. Donc là, comme le camarade Et là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Wassim Nasr est en mission. Il est en mission. Et aujourd'hui, à l'introduction, vous l'avez dit, le camarade Wassim et le camarade Al-Missi. Al-Missi, bon, de toute façon, vous-même, vous avez des noms. Al-Missi l'a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forces combattantes du Burkina Faso et de l'AES montent en puissance, récupèrent du terrain. Et donc, il faut désormais, justement, que ces gens-là trouvent, justement, un autre stratagème. Et ce stratagème-là, il faut le préparer en disant que, voilà, ce sont des armes récupérées et sur le terrain. Ça veut dire que ce qui est caché, les jours à venir, et là j'interpelle nos forces et nos services de renseignement et nous-mêmes, d'être vigilants, les jours à venir, il y a un projet de financement, d'approvisionnement en armes de ces terroristes. C'est ce qui se cache derrière ce narratif. Alors, je vous passe la parole, M. Til Konaté. Quel est le regard critique que vous portez sur cette actualité? La télévision française, France 24, qui déclare clairement que les armements que les terroristes ont n'est pas fourni justement par les forces étrangères, contrairement à ce que les dirigeants de l'AES disent. Le journaliste l'a dit très clairement. Alors, merci donc déjà pour l'invitation et pour l'opportunité de cette discussion. Alors, je crois que c'est un serpent de mer, en fait. Nous sommes aujourd'hui sur l'espace de la communication dans un affrontement, je dirais, en tranchées. C'est comme si on était dans une guerre des tranchées, d'un point de vue communicationnel. Depuis, disons, au moins depuis 2015, en tout cas, disons, depuis 2016-17, c'est ce narratif-là qu'on essaie de nous vendre. Les chercheurs universitaires ont ramassé cet argumentaire-là et essaient de le répandre auprès des masses en Afrique. Mais la première question qu'on devrait se poser, les terroristes, ils viennent avec des coutelas pour attaquer les camps. Est-ce qu'ils peuvent venir avec des gourdins pour pouvoir prendre des camps militaires? Ça, c'est de 1. Ensuite, quand nos forces de l'ordre prennent des bases militaires, ils trouvent souvent des millions. Est-ce que ces millions aussi viennent des bases militaires des pays du Sahel? En fait, la problématique, c'est quoi? Parce qu'en fait, on a suffisamment de preuves aujourd'hui que les armements qui se retrouvent au Sahel viennent du trafic international d'armes. En 2022, déjà, je me rappelle très bien, quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, le président nigérian de l'époque, Mohamed Bouhari, il avait attiré la sonnette d'alarme sur le fait qu'on commençait déjà à voir les armes de l'Ukraine sur les terrains au Sahel. Boko Haram avait commencé à avoir des armes qui avaient été livrées à l'Ukraine. C'était déjà aux alentours de mai-juin 2022. Et il avait tiré la sonnette d'alarme. Quand vous regardez la une de Sputnik, les médias russes, ou même des RT, plusieurs fois, ils ont relevé le fait que l'Ukraine, qui est un pays extrêmement corrompu, est un pays par lequel les armes occidentales passent pour atterrir dans le Sahel. Mais avant même ça, il faut qu'on soit un minimum sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argument de dire que c'est uniquement les armes qui sont prises aux armées, qui alimentent les groupes armés, c'est un argument d'autorité qui est vendu par le narratif occidental et ses suppôts, qui veulent faire croire par là que c'est parce que nos pays sont désorganisés, sont déstructurés, on n'est même pas capable de garder les armes. Entre-temps, on dit que nos pays sont désarmés. On n'a pas assez d'armes pour se battre. Ensuite, on vient nous dire que les armes sophistiquées que les djihadistes ont viennent de nos bases militaires. Moi, j'ai des militaires sur le terrain en 2021 qui me disaient que sur le terrain, ils ont trouvé au mains des djihadistes des armes qu'ils n'avaient pas dans nos stocks. Je me rappelle très bien, à Kaya, en décembre 2021, il y avait un officiel avec lequel on prenait le télématique qui nous a dit que ils ont pris des bases où ils ont trouvé des armes que l'armée burkinabé ne possédait pas. Et plusieurs militaires vous font ce même témoignage-là. Mais entre-temps, on vient nous dire, non, effectivement, ils viennent avec des coutelas, peut-être même qu'ils viennent avec des incantations pour prendre des bases militaires. Il faut qu'on respecte l'intelligence des gens.
Alors, M. Sawadou, qui vient de prendre le train en marche, nous avons tout de suite diffusé un extrait d'une émission de la télévision française France 24 où le journaliste dit clairement que les armements que les terroristes ont ne proviennent pas des pays étrangers, mais plutôt des armes récupérées sur le terrain. Quelle est la lecture que vous en faites? Qu'est-ce qui se cache derrière une telle communication? D'abord, merci beaucoup. Moi, je ne dirais pas plutôt que c'est un journaliste. Je dirais plutôt un propagandiste des médias occidentaux. Avant même d'en arriver au terrorisme, l'invasion coloniale, peut-être que ce sont également nos ancêtres qui ont donné les armes aux colons pour venir nous envahir. En fait, aujourd'hui, c'est de notoriété publique que les médias occidentaux ne savent que mentir. Ça est dans leur ADN en fait. À quelle fin? Mais à quelle fin? Dans le but d'exploiter l'Afrique et dans l'espoir de pouvoir retourner les populations contre les dirigeants. Et de toute façon, c'est leur stratégie. Depuis la nuit des temps, même dans les livres d'histoire, tout ce qu'ils ont raconté, c'est du mensonge. Donc, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, ils vont changer de fusil d'épaule. C'est impossible. Ça y est dans leur ADN. C'est comme ça. Au début des opérations russes en Ukraine, ils ont prévu la dislocation de la Russie en un temps record. Aujourd'hui, on se rend compte que au contraire, ce sont les Occidentaux, les Européens qui se cherchent. Donc, c'est de bonne guerre parce que un pays comme la France et les États-Unis, les deux pays impérialistes, ont assis leur économie sur l'exploitation de l'Afrique, sur l'exploitation de l'homme noir. Et ils ne sont pas capables de changer de logiciel. C'est dans leur habitude, dans l'organisation, même dans la structure organisationnelle de leur société, l'exploitation de l'Afrique est un fait normal. Il ne faut pas rêver. Norbert Zongo disait qu'un esclavagiste ne devient jamais libertin. Jamais. Peu importe le discours qu'il va te tenir, tu vas te rendre compte plus tard que c'est simplement une façon de t'endormir pour pouvoir t'assommer. Donc, je pense que les populations au Sahel ont pris conscience des enjeux et on n'est plus réceptif face à ce genre de médias qui de plus en plus sont en train d'être expulsés d'Afrique. Des médias qui ont été conçus spécialement pour diffuser des faux messages en Afrique. Justement, parce qu'on le sait, France 24 est un média orienté Afrique. France 24 n'est pas bien suivi en France, c'est orienté Afrique. Alors, est-ce à dire que cette télévision est en train de vouloir divertir le peuple africain en lutte aujourd'hui contre le terrorisme? Non, ce n'est pas pour divertir. Parce que, vous savez, Sankara disait que la domination la plus efficace, c'est la domination culturelle. Donc, toute personne réagit en fonction des informations qu'on porte à sa connaissance. C'est quand vous avez la possibilité de recouper les informations que vous pouvez trouver où se trouve la vérité ou le mensonge. Le Traoré disait qu'il regrette qu'à une certaine époque, il passait par des VPN pour pouvoir écouter France 24 ou RFI. Parce qu'on pensait que c'était une source crédible. Jusqu'à ce qu'on découvre d'autres langues, on découvre d'autres médias et on découvre d'autres sons de cloche. Et on essaie de faire le recoupement. C'est en ce moment maintenant qu'on se rend compte de qui dit la vérité et qui dit les mensonges. Donc, c'est une stratégie de guerre. Voilà, parce qu'en temps de guerre, nous tous qui sommes sur ce plateau-là, je ne sais pas, peut-être comme lui, comme il est officier, sinon, qui a déjà été au front? Ce sont les informations que les médias relaient. Mais c'est ça que la population est galvanisée ou bien découragée sur cette base. Voilà, donc si vous avez des médias honnêtes dans votre pays qui fait une retranscription de la vérité et qui essaie également de vous galvaniser, vous pouvez gagner. Mais si vous laissez la porte ouverte aux médias qui, de façon structurelle, des médias des pays qui, de façon structurelle, ont assis leur économie et leur éducation sur votre domination, mais si vous les déroulez le tapis rouge, il va de soi que vous êtes vous contribuez à vous asservir vous-même. Voilà. Donc, mais je pense que de plus en plus,
il n'y a plus non plus d'oreilles attentives. Et bon. Mais ce qui est remarquable, c'est que c'est vraiment récurrent. Ils ne peuvent pas faire une semaine sans revenir sur la crise en Afrique. Et à chaque fois... Ce n'est pas une semaine, chaque jour. Voilà. C'est ce qui est palpable et remarquable. Bon, la France qui traverse une grave crise économique. La France est un État en faillite. Et comme ce que je vous ai dit, la France et les États-Unis, de façon structurelle, ce sont des pays esclavagistes qui ont assis les richesses sur l'esclavage. Pensent qu'avec le temps, ils vont changer de logiciel, c'est totalement impossible. La Russie n'a jamais participé à l'esclavage. La Russie n'a jamais participé à l'invasion de l'Afrique. Tous les peuples qui vont oublier leur histoire sont amenés à la revivre. Récemment, quand la Chine a fêté le 80e anniversaire de l'Armée rouge, mais ils qualifient le Japon de pays envahisseur. Et c'est ce qu'ils enseignent dans leur école. Je trouve dommage que des Africains et même des médias disent que la France est une puissance coloniale. Il faut revoir le narratif en ce moment. Non, il ne faut pas revoir le narratif, il faut dire la vérité. La France a effectué une invasion coloniale en Afrique. La colonisation, c'est un génocide, tout comme l'esclavage. Mais quand nous-mêmes, nous n'avons pas le minimum de bon sens pour employer les termes qu'il faut face à un pays criminel, structurellement criminel, bon, c'est-à-dire que c'est comme si nous-mêmes nous contribuions à ce qui nous arrive. Et cela interroge donc la responsabilité de nous, Africains, en ce moment, pour ce qui est donc du narratif en ce moment. Alors, Nabal l'avait dit, est-ce que tout ça, finalement, c'est pour oublier la grave crise économique dont traverse la France en ce moment? Bon, pour oublier, non. C'est pour résoudre cette crise. Parce qu'il faut préparer le terrain et revenir encore voir par d'autres moyens comment justement on investit un peu. L'investissement là, c'est ça qui est le financement du terrorisme. Et je vais revenir là-dessus très rapidement. Donc on investit un peu, donc on prépare déjà les esprits avec des messages comme ça pour dire voilà que les armes sont obtenues sur le front et c'est des armes de nos militaires que les terroristes récupèrent. Ce qui est totalement faux. Et donc derrière, c'est pour justement financer en termes d'armement, en termes même de liquidité. Vous savez que les billets craquants, on n'en trouve plus dans nos commerces. Mais dans les mains des terroristes, le camarade Thiel le disait tout de suite, on a pris voilà, des camps terroristes, si on peut les appeler ainsi, où ils avaient des billets craquants de CFA. Voilà, ça interroge encore sur notre monnaie et beaucoup de questions. Par rapport au financement même du terrorisme, je voudrais citer quelques chiffres très rapidement. 2012 déjà, la lettre gouvernementale du Qatar disait que 15 millions de dollars US avaient été envoyés aux groupes islamistes du Nord Mali. En 2013, le Sénat français, ici il faut préciser, quand le Sénat français parle et quand nous indexons la France, c'est de la France politicienne, la France, c'est cette oligarchie prédatrice, exploiteuse et corrompue, qui est toute une mafia. Ce n'est pas le peuple français, parce que Thomas Sankara disait, ceux qui sont contre l'Afrique sont aussi contre la France. Donc le Sénat français, certains avaient dit que 13 millions d'euros, 3 millions d'euros de l'Autriche, 9 millions d'euros de l'Espagne, 5 millions d'euros du Canada avaient été mobilisés pour financer AQMI, financer Al-Qaïda, mais de quelle manière? Par le rançonnement. C'est-à-dire, les terroristes kidnappent quelqu'un, ils disparaissent avec lui dans le désert, et après, c'est souvent des militaires burkinabés qui reviennent en grande pompe avec, voilà, soit disant qu'ils ont libéré tel ou tel ressortissant français, belge, mais derrière, c'est un financement du terrorisme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce qui se passe actuellement
avec ce que le porte en armement. Les sources sont diverses et diversifiées. Parce que localement, même ici, les imbéciles qui nous tombent dessus là, ils profitent de notre système d'exploitation de l'or. Et je vais parler des sites d'orpaillage. Si vous voyez que, un peu partout sur le territoire, il y a des sites d'orpaillage, et de nos jours, certains sites d'orpaillage sont inaccessibles parce que les terroristes ont pratiquement englouti la zone. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que toute la production de la zone, la production olifère de la zone, passe sous leur contrôle. Et ça participe au financement du terrorisme. Et il y a, entre autres, le pillage des bétails dans les villages. Ils arrivent, ils chassent la population, tout le monde, et ils pillent aussi le bétail. Et ce n'est pas tout. Il y a certainement la fraude. Du point de vue marchandise, fraude, la cigarette, les drogues, et tout ce qui s'ensuit rentre, le carburant. Et il y a aussi la zakat. La zakat pour des zones qu'ils contrôlent, et ils instaurent la zakat, obligés donc que vous payez ça, et ça alimente les caisses du terrorisme. Alors, il y en a plusieurs cas comme ça. Donc, le terrorisme se nourrit de financement. Sans financement, il n'y a pas de terrorisme. Sans financement, si nous arrivons à acheter les différentes sources de financement, nous aurons réussi à vaincre le terrorisme. Hélas, malheureusement, nous avons des complicités. Il y en a qui portent des armes et qui tuent des gens sur le terrain. Il y en a qui ne portent pas des armes, mais qui sont des complices. Et il ne faut pas occulter aussi leur action. Parce que sans complicité, certainement que les terroristes ne peuvent pas réussir quelque part où on a déjà l'information. Voilà. Mais il y a des complices et il y a des terroristes. L'un mis dans l'autre, nous avons le sommeil léger. De procéder par la déchéance de nationalité désormais, parce que, on va dire, cette complicité interne a finalement la peau dure. Monsieur Tel Konaté, en complément des questions qui alimentent ces groupes armés terroristes en armement dans le Sahel. Alors, je dirais que de prime abord, nous savons que le départ du phénomène terroriste est parti des armes de Kadhafi, des armes qui ont été pillées dans les dépôts d'armes de la Libye, lesquels dépôts, évidemment, ont été rendus disponibles aux terroristes par l'invasion de la Libye, par l'OTAN, évidemment. On a aujourd'hui des éléments très palpables qui disent clairement que ce sont les services secrets français qui sont allés contacter les Touaregs, qui étaient des alliés de Kadhafi dans le cadre de l'équilibre de son pouvoir et de l'État libyen, pour lui dire, écoutez, lâchez Kadhafi, parce que Kadhafi c'est fini, les armes, on vous les donne, depuis longtemps même d'ailleurs, vous voulez le nord du Mali, on vous aide à prendre le nord du Mali, donc vous pouvez vous servir comme vous voulez. Et effectivement, ils ont lâché Kadhafi, ils ont ramassé les armes, ils sont descendus sur le nord Mali, ils sont même venus pacifiquement. D'abord, les Maliens les ont accueillis, on leur a laissé une place où s'asseoir. Et le lendemain, ils ont commencé à s'attaquer à tous les camps militaires. Ils ont pris le nord en un temps record, parce qu'ils avaient la bénédiction des services secrets français. Ça, c'est de un. De deux, vous savez, le phénomène du trafic d'armes dans le Sahel n'a jamais pris fin. Nous avions ici Blaise Compaoré, qui était le suppôt de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest et qui était à ce titre le trafiquant d'armes en chef. C'est lui notamment qui a été le trafiquant d'armes qui a alimenté la rébellion ivoirienne. Ça passait par le Burkina. Il a également été un élément central du ravitaillement même des terroristes qui venaient garder certaines de leurs armes ici au Burkina. Certaines des armes, on ne sait pas tout ça, mais c'était gardé ici au Burkina et qui permettaient d'attaquer. Même dans le cas de la guerre de Libéria et d'Angola, Blaise Compaoré intervenait. Pourquoi? C'était lui le point focal du trafic international d'armes. Ça, c'est de un. Maintenant, d'un autre côté,
il y a aussi les réseaux de financement. Parce que les armes ont besoin d'argent. C'est pas tout. La négociation pour libérer des choses, des otages. Oui. La manne financière dont Nabiti n'a pas parlé, voilà. C'est lui qui était le chef d'orchestre de ces négociations. Effectivement. Voilà. Effectivement. Il prend le montant estimé par les terroristes et il le donne un montant un peu plus supérieur à ceux qui ont intérêt à ce que la négociation aboutisse. Forceur, en fait. Voilà. Comme un intermédiaire. Alors donc, ça aussi, ça contribuait largement à équiper les groupes terroristes. D'accord. Voilà. Alors, Maintenant, très rapidement. oui, maintenant, vous savez très bien que les réseaux de financement des groupes armés, il y a les mécanismes par lesquels le grand frère a parlé, la levée des fonds, les trafics, comment on appelle ça, de minerais. Il y a les trafics de cigarettes, évidemment. Ouais. Et les trafics de drogue. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu un peu que le GAFI a mis la Côte d'Ivoire sur une liste des pays où le trafic de drogue a pris de l'ampleur. Mais tout cet argent du trafic de la drogue, là, c'est de l'argent qui se répand dans le Sahel. Parce que c'est quoi? La vérité aussi, c'est que, et je pense que le président l'a évoqué une fois, il dit qu'il y a des présidents de la Côte qui lui ont dit, écoutez, les gars veulent un couloir de passage. Le couloir de passage, là, c'est quoi? C'est un couloir de passage pour la drogue vers le nord, vers l'Europe, en fait. Parce que la drogue qui quitte l'Amérique latine doit traverser le Sahel pour arriver en Europe. Et donc, ils veulent un couloir. Les pays de la côte donnent ce couloir. Les pays du Sahel ne veulent pas donner ce couloir. Et ce couloir, au temps de Blaise, était ouvert. Aujourd'hui, nous, on veut fermer ce couloir. En tout cas, depuis cet temps, on a fermé le couloir. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une confrontation où non seulement les mécanismes exogènes financent le terrorisme, mais il y a aussi cet autre aspect qu'on ne doit pas ignorer, le financement des pays du Golfe. Ces mêmes pays qui sont à l'origine du financement des mosquées flambant neuves qu'on a dans nos villages misérables. Tu rentres dans un village, tout est cabane, mais tu vas voir une mosquée extrêmement belle. L'argent vient d'où? L'État n'a jamais essayé de contrôler les circuits de financement de ces édifices. Mais c'est par ces mêmes circuits-là que le djihadisme international se finance. Et qu'aujourd'hui encore, on continue de financer seulement l'acquis des armes pour les terroristes, mais aussi même, quand il y a une attaque, en réalité, il n'y a pas que la variable des armes. Les terroristes, là, ils sont payés. Chaque homme d'un groupe terroriste qui attaque un camp militaire est payé. Il est payé avant et il est payé après. Mais ça aussi, ce sont les informations que là. L'argent, là, vient d'où? Alors, monsieur Sawadogo, alors, dans cette émission, nous cherchons à faire le lien entre le terrorisme et recolonisation. Déjà, est-ce qu'il y a déjà un lien entre ces deux éléments? Oui, je dis, ce n'est pas la colonisation. Entre le terrorisme et l'invasion coloniale. Voilà, il faut employer le terme approprié. D'accord. Et ce n'est pas qu'il y a un lien. C'est une étape. C'est une étape de cette invasion coloniale-là. Parce que, en fait, c'est quoi? En fait, je ne sais pas si vous suivez souvent les interventions du président Traoré. À chaque fois quand il rencontre les hommes sur le terrain, le FDS, oui. Oui, il a dit de se préparer à une guerre de haute intensité. Et quand vous regardez, voilà, c'est une longue durée. Quand vous regardez les équipements qui sont en train de rentrer, ben, ce n'est pas seulement pour combattre les terroristes. Parce que ça, c'est la première phase d'abord. Et il y a un des généraux français qui a dit qu'ils sont partis du Sahel, mais ils seront obligés de revenir. Et comme je le disais tantôt, des pays comme les États-Unis et la France ont assis de façon structurelle leur économie sur l'exploitation de l'Afrique. Donc, ça c'est la première phase. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'Afrique. Hein. Vous voyez comment ils osent même attaquer un grand pays comme la Russie. N'eût été le fait que la Russie ait anticipé. Sinon, leur intention, c'était de pouvoir faire plier la Russie pour exploiter ses ressources, tout comme ce qu'ils veulent faire en Afrique et ce qu'ils ont déjà fait même de par le passé. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est clairement établi. Et même le président Donald Trump, vous avez vu les attaques qui se préparent contre le Venezuela. Le Venezuela n'a jamais attaqué les États-Unis. Voilà. Donc, c'est des autorités publiques
que ce sont des pays qui ont une vocation d'invasion. Et il faudra que les pays africains, malheureusement, jusque-là, n'ont pas encore collectivement pris conscience pour s'unir. Il faut que les pays africains sachent que, tout comme pendant l'invasion coloniale, où ils se sont assis à Berlin pour dépecer l'Afrique, il n'y a pas une seule partie de l'Afrique qui ne sera pas concernée. Dans un passé récent, on avait un président naïf, Blaise Compaoré, qui pensait que c'est aux Maliens qu'on en voulait et qui pensait qu'il pouvait acheter une certaine tranquillité en servant d'intermédiaire pour les Occidentaux. La suite, on la connaît. Partout, c'est de cette façon qu'ils procèdent. Et même quand vous regardez aujourd'hui dans les médias, Wassim Nass, c'est un arabe. De plus en plus, quand vous regardez les médias pro-impérialistes, ce sont des Noirs et des Arabes qu'on met devant. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Pour que dans l'histoire, quand ils vont écrire l'histoire, que ce soit les mêmes mensonges comme ceux qu'ils ont rencontrés pendant l'esclavage, que ce sont des Noirs qui ont vendu leurs frères. Et aujourd'hui encore, ce sont des Noirs et des Arabes qu'on met devant cette presse mensongère-là pour que l'histoire retienne que ce sont encore des Noirs et des Arabes qui ont été utilisés, mais le cerveau, le bras financier et le bras armé, c'est toujours les Occidentaux. Voilà. Alors, comment fait-on pour anticiper? Non, pour anticiper, en fait, moi je dis, dans tout pays, il y a 4 systèmes qui gouvernent. Et ce sont les 4 systèmes qui constituent les 4 pouvoirs. Il y a le système éducatif, il y a le système économique, le système politique et le système religieux. Le drame de l'Afrique est que tous ces 4 systèmes-là sont exogènes. Et nous avons parfois la naïveté de croire que les gens viennent vers nous par amour. Personne ne va amener sa religion en Afrique par amour. Personne ne va importer des systèmes économiques, politiques, éducatifs par amour de l'homme noir. Jamais. Et encore, c'est vraiment dommage que nous ne l'appelons pas, que ce sont les mêmes qui ont pratiqué l'esclavage qui nous apportent ces 4 systèmes-là. Donc, le cas de la Russie, de la Chine, sont des cas d'école où, aujourd'hui, les Chinois sont arrivés à pratiquement tout fabriquer eux-mêmes. Grâce à quoi? Grâce à un système éducatif qui a été réformé, où on a appris dès l'enfance aux Chinois à produire et à fabriquer. On a importé en Afrique un système éducatif basé sur la paresse et sur le vol. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas le courage de savoir que c'est par notre passivité que nous avons permis cela. Les Russes, dès l'enfance, les gens sont immergés dans l'armée. Les Russes ont fait leur éducation de telle sorte que les meilleurs sont orientés vers l'aéronautique, vers les équipements, vers les armes, et ils ont orienté leur industrie sur la défense d'abord. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Et également, il ne faut pas que nous rêvions. Le président Sankara, à l'époque, lors d'une visite en Russie, avait demandé à ce qu'on prenne des Burkinabés dans le système aérospatial russe. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Même avec Poutine, ça n'arrivera pas. Il faut que nous comprenions qu'il y a des domaines stratégiques où personne au monde ne va nous aider. Personne. Tous les pays qui ont pu percer, ce sont des pays qui se sont assis, qui se sont dit comment nous allons trouver cette technologie. Et le plus souvent, dans 90% des cas, cette technologie-là survole. Est-ce qu'on dira, avec évaluation faite pour ce qui est des pays de l'AES, est-ce qu'on dira qu'on est sur la bonne voie en ce moment? Oui, on est sur la bonne voie et c'est ce qui inquiète l'Occident. Et qui ne peut plus dormir. Alors, voilà, ce qui inquiète l'Occident et je pense que de plus en plus, il faut que les populations soient sensibilisées pour qu'on comprenne que c'est une lutte existentielle qui n'aura pas de fin. Et pour vous en convaincre, rappelez-vous simplement de 2 peuples. Les Indiens d'Amérique et les Australiens. Ils ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Les Indiens d'Amérique
Quand les envahisseurs européens arrivaient en Amérique, ils étaient autour de 50 millions. Il en reste aujourd'hui moins de 500 000 parqués comme du bétail dans leur propre pays. Et c'est la même chose pour les aborigènes, excusez-moi du peu le terme, qui n'est pas approprié, d'Australie, qui sont aujourd'hui dans les mêmes conditions et qui ont été massacrés. Donc, l'esclavage, l'extermination, ça se passe encore aujourd'hui à Gaza. Certaines personnes ont eu la naïveté de croire que Israël pouvait un jour revenir à de meilleurs sentiments. Aujourd'hui, les Palestiniens ont perdu 95% de leur territoire. Et il est prévu l'extermination de tous les Palestiniens. Donc, quand vous voyez cela, et vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres, vous n'avez pas la capacité de vous rappeler l'histoire dans un passé récent. Donc, il faut qu'on sache que ce n'est pas une lutte d'1 an, de 10 ans, c'est une lutte existentielle. Ça serait une lutte de tant que haleine, l'homme comme, noir sera sur Terre, mm. C'est une certaine vision de nous, et malheureusement, on n'a pas compris que nous sommes dans le continent le plus béni, le paradis sur Terre, et nous devons défendre ce paradis-là. Alors, ça sera donc une lutte de longue haleine à travers donc, ces médias et l'acharnement fait donc sur les États de l'AES, qui est visiblement la perte de ces États, une pilule dure à avaler par la France. Nabal l'avait dit, est-ce qu'on dira que la France sera prête à tout pour revenir justement se repositionner au niveau de l'État du Sahel? Oui, pas que la France, parce que c'est une oligarchie, c'est-à-dire c'est des gens qui se disent puissants, occidentales, qui sont organisés. C'est une mafia, une association mafieuse qui a un concordat depuis belle lurette. Voilà, le camarade Sawadogo l'a dit. Et l'âme, en fait, de l'oligarchie exploiteuse, corrompue, spoliatrice et désormais maîtrière occidentale, depuis la nuit des temps, n'a pas changé. Colonialisme, disons esclavage, colonialisme, néocolonialisme, démocratie électoraliste et aujourd'hui terrorisme. Et à chaque fois, ce que nous devons leur reconnaître, c'est qu'ils ont une capacité, elle a une capacité d'anticipation. À chaque fois qu'elle voit sa fin, en tout cas se présenter, rapidement, elle fabrique quelque chose. C'est ce qui a été pour les indépendances, qui a donné le néocolonialisme. Quand le néocolonialisme avait des problèmes, ils ont fabriqué la démocratie électoraliste et toujours avec les mêmes buts et les mêmes objectifs. Nous piller, nous humilier, nous maintenir dans l'obscurantisme. Mais est-ce que vous avez le sentiment que tout cela est bien connu, bien compris par les États africains en ce moment? Non, en fait, c'est quoi? Il faut dire que la seule solution pour justement arriver à bout de cette machine d'exploitation-là, c'était la révolution. Et tous ceux qui ne sont pas allés dans la révolution n'ont toujours pas compris. C'est ce que, pour prendre le cas du Burkina Faso, depuis 1960 à nos jours, c'est-à-dire que ce éveil-là est venu en 83 avec le camarade capitaine Thomas Sankara et aujourd'hui avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré. C'est la solution ultime pour sortir notre pays, nos populations, notre peuple, justement de cette domination et lui donner, comment dirais-je, sa dignité. C'est ce qui procède justement à pouvoir, ou du moins dans les différents axes de l'éducation, de la politique, de l'autosuffisance alimentaire, de l'économie et de la technologie, de l'industrialisation, à une transformation structurelle profonde. Quand nous étions dans la démocratie électoraliste, là, on ne pouvait pas opérer ces changements avec justement beaucoup de profondeur. On était toujours dans le superflu. Pendant que le mal était en bas, et le service et la servitude
prenait toujours de l'ampleur. C'était au résultat, c'était la même chose. Des populations paupérisées, un pays délabré, une politique vraiment et des leaders qui humilient leur propre peuple quand ils sont à l'extérieur, quand ils sont dans des conférences internationales. Donc la seule solution, c'est ce que nous sommes en train d'opérer aujourd'hui. La révolution. Opérer aujourd'hui avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi nous demandions et nous réclamons que l'AES proclame la révolution. C'est la seule voie pour nous libérer, la seule voie pour justement nous permettre de pouvoir construire par nous-mêmes nos pays, par nous-mêmes notre dignité. Parce qu'il a parlé aussi de la spiritualité. On ne peut pas être nous-mêmes en croyant à des dieux et venus d'ailleurs. Pour nous autres, moi par exemple, je me plais à dire que mon Dieu c'est Thomas Sankara. Parce que, en fait, oui. À ce point-là? Non, à ce point. Il nous a tracé une voie qui va donner au Burkina Faso sa dignité. On dira donc un éclaireur ou... non, écoutez. Un prophète. Écoutez, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, ça permet justement à ce que chacun prenne la voie qui a été tracée avec sacralité, avec ferveur, et prendre ça comme sa boussole. Voilà, merci Labidi Naba. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Alors, on va faire un dernier tour de table, puisque dans cette lutte contre le terrorisme qui nous est imposée, il faut proprer et il faut compter sur ses propres forces. C'est ce que font les États de l'AES, mais aussi avec l'accompagnement des partenaires internationaux. Force et faiblesse, quelle évaluation vous faites des partenaires qui nous accompagnent en ce moment dans cette lutte contre le terrorisme, M. Almis? Okay. Il faut retenir qu'effectivement, dans cette lutte-là, on a des partenaires, et pas des moindres. Et je fais clin d'œil à la Russie, qui est un partenaire quand même qui nous accompagne. En dehors de la Russie, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui nous accompagnent. Voilà. Il faut manœuvrer plutôt sur ces clés qui nous permettent d'avoir un bon accompagnement et négliger le courant fort des déstabilisateurs qui sont portés aussi par ceux que vous connaissez. Voilà. Parce que plus le temps passe, plus ces gens-là savent que nous sommes sur le bon chemin. Et si on nous laisse, nous allons découvrir le poteau rose pour nous enraciner et il ne va plus être possible pour eux de nous déboulonner. Alors donc, c'est à la va-vite, ils courent contre la montre. Vous voyez, il y a le projet de fédération des forces de l'AES. Ce n'est pas rien. Ça rend des sommeils lésés à ceux qui rêvent de nous voir à terre. Parce que cette force-là, une fois devenue opérationnelle, avec l'équipement et les hommes qui siègent, il n'y a pas possibilité de dupliquer ou de jouer sur les clés du terrorisme. Voilà. Parce que ceux qui sont recrutés seront les premiers à décliner l'offre. Voilà. Parce que tant que nous n'allons pas arriver à jouer sur ce terrain-là, ils vont toujours nous envoyer des terroristes. On tue 1000 aujourd'hui, ils vont recruter 2000. Voilà. Et vous voyez qu'au départ, c'était des nationaux, plus quelques étrangers qui venaient encadrer. Alors, c'est une excellente question. Moi, je dis toujours qu'il faut se référer à l'histoire. Parmi les partenaires que nous avons actuellement, par ordre de sincérité, il y a premièrement la Russie. Et on ferait mieux de nous approcher également de la Corée du Nord. Et qu'est-ce que la Russie gagne en étant aussi sincère avec nous dans cette lutte-là? En fait, la Russie a compris que, historiquement, l'Occident
n'est pas un partenaire fiable. À 2 reprises, la Russie a libéré la France. Et récemment encore, lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Russie qui a libéré la France. C'est la Russie qui a perdu, c'est grâce à la Russie, ce n'est pas la France seulement, c'est la Russie qui a libéré l'Europe du nazisme. Parce que les Russes étaient les premiers à arriver à Berlin et à prendre les sièges de Hitler. Et c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut. Mais en récompense, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ce sont les Occidentaux qui ont disloqué l'URSS. Ils avaient promis que l'OTAN n'allait pas s'étendre jusqu'aux portes de la Russie. Ils n'ont jamais respecté. Alors Poutine a compris qu'au grand jamais, les Occidentaux ne sont fiables. Et alors, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et la Russie voit que c'est grâce à l'Afrique que l'Occident tire ses ressources qui permettent de la combattre. Donc c'est de bonne guerre qu'elles viennent en secours à cette population-là. Donc le Sahel, c'est une première étape. Mais là également, il faut savoir que la Russie ne sera jamais prête à nous accompagner totalement pour que nous soyons également une superpuissance. Ça, c'est impossible. Donc, par ordre de priorité, il y a la Russie et la Corée du Nord. Et viennent ensuite la Chine et la Turquie. La Chine n'a jamais été un partenaire fiable. Ah bon? Jamais. Récemment encore, vous vous rappelez, au Niger, ce sont des Chinois qui ont comploté avec des terroristes, qui ont payé des rançons, alors qu'ils avaient été prévenus par la présidence nigérienne. Régulièrement dans nos pays, on voit des entreprises chinoises venir s'installer et exploiter clandestinement l'or. Et quand on les attrape, le gouvernement chinois intervient. Historiquement, la Chine, c'est un pays de commerce. Les Chinois, tout ce qui les intéresse, c'est avoir des débouchés. Et la Chine elle-même, la façon dont elle a procédé, elle ne va jamais accompagner un pays africain à se développer et pour s'approprier la technologie. Parce que c'est une économie qui est une économie de marché qui est basée. On dit qu'aujourd'hui que la Chine, elle est l'industrie du monde. C'est l'usine du monde. Donc, elle n'a aucun intérêt à aider les Africains sur la voie de l'industrialisation. La Turquie, tout comme certains pays arabes qui pensent être des partenaires, ce sont simplement des partenaires commerciaux. Lesquels? Le Qatar ou même l'Arabie saoudite. À Ziaré, le président avait déclaré qu'après l'appel aux nationaux sur la sensibilisation des terroristes, il va également s'adresser aux pays arabes. Il ne faut pas rêver, les pays arabes ne seront jamais des partenaires de l'Afrique. Avec Israël, qui n'est pas un pays arabe, et je pense qu'on ne commettra pas l'erreur de croire que Israël peut être un bon partenaire. Donc, voilà, nous n'avons pas vraiment énormément de partenaires, mais il faut savoir que dans l'histoire, tous les peuples ont été libérés par eux-mêmes. Donc, le premier partenaire que le Burkina puisse avoir, que l'AIS puisse avoir, ce sont les populations de l'AIS. Et je dis que je trouve dommage que jusqu'à présent, nos intellectuels n'aient pas compris les enjeux, n'aient pas pris la mesure des choses. J'aurais remarqué qu'il y a une avocate qui a été arrêtée récemment. J'ai regardé les propos qu'elle a tenus et je trouve que c'est dommage que quelqu'un qui a un certain niveau puisse tenir encore des propos de ce genre. Alors, et il faut que vraiment l'élite africaine s'engage dans la dynamique qui est enclenchée là, parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes mis dans une voie sans retour. Et la destination, c'est l'indépendance totale. C'est l'indépendance totale, la révolution, comme le dit l'Abidi Naba. Alors, on a moins de 5 minutes pour terminer. Alors, tel qu'on a été, évaluation des forces et faiblesses des partenaires internationaux. C'est vrai qu'il faut compter sur ses propres forces, mais aussi avec les partenaires internationaux. Quelle évaluation vous faites
de Bon, ces moi, je partenaires-là, trouve que- mais aussi de leur sincérité dans cette lutte. Alors, comme on dit, vous ne pouvez pas avoir de très bons amis déterminés quand vous n'avez pas les pires ennemis aussi. Il faut souvent être dans une situation où vous avez les pires ennemis pour avoir de très bons amis. Et je pense quand même que les autres sont plus ou moins revenus suffisamment sur la question de nos partenaires. Moi, je veux revenir sur deux éléments essentiels pour terminer. Voilà, très Les rapide. éléments essentiels, c'est quoi? C'est que, je pense que ça a été soulevé, les Espagnols ou les Portugais sont arrivés en Amérique le 12 avril 1492. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le 12 avril qui est la date de la fête nationale de l'Espagne, parce que c'était vraiment la caserne d'Ali Baba qui a été ouverte. Mais c'est aussi le jour qui a constitué le point de départ de l'extermination des Amérindiens. Et cette mentalité occidentale n'a pas changé, évidemment. Aujourd'hui, l'Afrique est dans une position où, malheureusement, la version de l'histoire qu'elle répand dans ses écoles est une version écrite du point de vue occidental. Et c'est fondamentalement ça le problème de notre regard sur nous-mêmes. C'est cela le problème de notre incapacité à comprendre même que l'histoire n'est pas une simple récitation des dates. Dans nos écoles, vous voyez bien que l'histoire se résume à réciter les dates avec les mêmes symboliques que ce qui est écrit dans les livres d'histoire, écrits par très souvent soit des historiens français ou bien des personnes formées en France qui sont convaincus que la version française de l'histoire est la bonne. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment à une position où nous devons avoir confiance en notre histoire, en notre culture, avoir le courage de la restaurer pour faire notre propre chemin. On dit, quand vous faites des erreurs sur votre propre chemin, c'est toujours mieux que de faire des erreurs sur le chemin de quelqu'un d'autre. Merci. Tel qu'on a été, Naval avait dit, 2 minutes. Je veux juste ajouter un mot à ce qu'il a dit Oui. par rapport à l'histoire qui est enseignée en Afrique. Vous savez, les livres, les manuels scolaires étaient édités par Fernand Nathan. C'est une famille juive, une famille esclavagiste juive. Ils n'ont pas été choisis par hasard. Merci pour ces compléments d'information. Alors, Naval avait dit très rapidement sur la question des partenaires internationaux dans cette lutte-là. Non, sur les partenaires internationaux, il faut préciser qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Ceci étant, le Burkina Faso ne peut pas être en marge de cette réalité, en fait, des rapports pays avec les autres. Maintenant, il faut que la collaboration des pays que le Burkina Faso aura, la collaboration qu'il aura avec les autres pays, soit fondée sur des principes clairs. Avant, nous avons vu des collaborations où c'est la France qui était là, qui dictait tout. Aucun pays ne pouvait venir justement tisser un rapport commercial, et tout ce que vous voulez, avec le Burkina Faso sans le visa de la France. Elle refusait d'ailleurs pour la majorité des pays. Elle était notre maître. Donc nous avons brisé cela avec courage. Et aujourd'hui, il est normal que nous allons, ou du moins que nous acceptions les pays qui veulent justement collaborer avec nous d'égal à égal, de donnant à donnant, en respectant les aspirations profondes de notre peuple. Et ça c'est possible si le leadership incarne véritablement les aspirations du peuple. Parce que chacun vient, dans la démocratie électoraliste, là, les gens venaient, ils disent non, que c'est au nom du peuple. Mais le peuple souffrait, le peuple constatait qu'effectivement, ils étaient à chaque fois, comment dirais-je, dupés. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec des dirigeants qui portent nos aspirations. Donc, quand ils vont vers des pays, nous savons que notre compte est pris en considération. Il n'y a rien de cela. La Russie, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que nous nous jetons dans les mains d'un pays pour suivre justement son diktat. Ça, jamais. Voilà, donc ça sera le dernier mot. C'est à l'instant Labidi Naba, le porte-parole du mouvement pour la cause du Faso Cause. Merci Labidi d'être passé. Merci. J'allais dire camarade Labidi, comme vous l'aimez bien. Bien sûr. C'est plus significatif ça marche. du combat que nous menons. Ok. Parce qu'on le mène ensemble. Et les combattants s'appellent camarades. Je ne vais pas trop... Voilà donc qui est bien noté. Alors,
Tel Konaté, merci d'être passé également. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci à vous, Almissi Ouedraogo, vous êtes capitaine de police à la retraite. Merci à vous, monsieur Martin Savadogo. Vous avez plusieurs casquettes, vous êtes analyste politique, analyste économique, pour ne citer que cela. Merci d'être passé. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine, pour vos constantes fidélités à nos programmes et restez scotchés à nos différentes plateformes pour ne rien rater.